Voici le numéro 11 de toutes les équipes de ceux qui aiment le foot, Didier Roustan, Puzzle. C'est un livre incroyable, Didier, publié aux éditions Marabout. C'est les souvenirs de 47 ans de passion. On va raconter tout ça, mais au fond, j'ai vu encore récemment des propos que tu tiens sur Mbappé, où tu dis, non, mais c'est pas un génie, c'est des millions de commentaires. Ah, ça a fait 5 millions de vues, Patrick, tu as raison, mais le temps passe, 47 ans, il était peut-être temps de faire une halte, si tu veux. Non, pour Mbappé, on me demande pour qui je paierais pour un joueur du PSG, tu vois, relativement récent ou actuel. Et je dis que je paierais pour Pastore, Javier Pastore, qui était mais pas pour Mbappé. Mais pas pour Mbappé, parce que Mbappé... je sais pas, pour moi, il dégage moins d'émotions, il est plus prévisible. Pastore, c'était une sorte de magicien et j'ai besoin de ça et de vivre ça parce que le football est de plus en plus aseptisé, si tu veux. Les joueurs robotisés, ils sont dans des systèmes qui les brident un peu et qui poussent pas à Mbappé, il est l'artistique. là-dedans. Tu penses qu'Mbappé, il est robotisé, il est dans le système? Il a... Et je dis quand même que c'est un phénomène dans son genre, que c'est un crack, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, c'est très personnel, c'est une sensibilité football. Il y a des gens qui paieront pour voir Mbappé et qui ne paieront pas pour voir Pastore. Et je respecte ça tout à fait. Je ne vais pas dire un scandale, mais quand même, ça fait réagir. Tout est scandale, surtout si tu touches à une icône. À une icône, ben oui, mais j'ai toujours dit ce que je pensais, et ça a pu déplaire parfois, mais c'est pas bien grave. Il est à noter quand même qu'il y a eu des centaines de commentaires, et j'en ai lu beaucoup, et 70-75% me donnent raison. Ou au moins acceptent que j'ai une sensibilité autre que peut-être beaucoup de gens. Oui, mais qu'est-ce que devient le foot? On va parler du bouquin dans quelques instants, évidemment, Didier, mais d'abord un mot, on ne va pas rentrer dans le fond de la question. Le foot, c'est devenu, si tu veux... Je ne dirais pas une vaste plaisanterie, mais il a été mangé par l'argent. C'est devenu un grand monopoly interplanétaire et bientôt galactique. Si on peut faire des matchs à midi sur Mars et que ça touche encore plus de gens, et donc les sponsors qui vont avec, on ne se gênerait pas. C'est le pognon qui dirige, quoi. C'est le fric. Ah oui. Ben, de toute manière, le football ne peut pas être, si tu veux, dans une cage dorée coupée de la société. On a coutume de dire, même si c'est un cliché, mais c'est tellement vrai, qu'il est le reflet de la société. Tu veux le reflet de la société ? Tu vas voir ce qui se passe dans le football, et c'est tout à fait ça. Alors on voit des footballeurs qui interviennent sur des sujets internationaux, Mbappé sur l'affaire Naël, on voit Benzema là, qui fait un tweet polémique où il parle de Gaza mais pas des Juifs tués. On a vu ton copain Cantona qui intervient aussi sur cette question en soutien aux Palestiniens. Maintenant, je trouve que c'est bien que les footballeurs aient une conscience politique. C'est assez courageux aussi, finalement, quelque part, d'affirmer ses positions. Mais c'est, pour eux, ils ont quand même tout à perdre dans ce genre de débat. Donc, j'irai jamais trop contre. Alors après, je peux ne pas être d'accord avec ce qu'ils défendent, c'est autre chose. Mais d'une manière générale, les gens courageux, j'ai plutôt de l'estime pour eux, même si je peux être horrifié par certains propos. Tu vois, au fond, tu te dis c'est courageux, parce qu'évidemment, il y a ça suscite aussi je veux des dire, oppositions très fortes. Oui. Tu peux t'attirer que des ennuis. C'est le seul souci pour eux, à mon humble avis, c'est que ce sont des sujets tellement complexes que est-ce qu'ils les maîtrisent vraiment, ces sujets? Voilà. Moi, j'ai mes avis, si tu veux, je suis un homme public. Et il y a certains, comme je suis sur les réseaux sociaux, qui m'ont reproché récemment, par rapport à tout ce qu'on vit, de ne pas avoir mis un mot pour... Alors évidemment que je suis touché par ce qui s'est passé. Oui, je ne suis pas de bois. Mais dans ces cas-là, je deviens un homme lambda. J'aime bien parler de ce que je connais. Si tu me demandes de prendre position pour le football, je vais le faire. Après... s'il faut prendre les armes et vraiment que ça aboutit à quelque chose, alors je le ferai. Oui, mais là, tu connais personnellement Benzema, Cantona, évidemment. C'est à eux qu'il faut poser la question. Mais tu te dis, ils sont sincères, ils sont... Moi, pour Cantona, je sais qu'il est sincère, puisque je le connais bien. Mbappé, Benzema, moins, et même pas du tout personnellement.
Mais je suppose que oui, qu'ils le sont. Oui, mais bon. oui, mais quelque part, cette politisation du foot, plus le côté marchand, fric, Oui. ça nous éloigne du sport, finalement. Ouais, au mais fond. ça montre aussi Ouais. quelque chose par rapport aux footballeurs. C'est qu'ils ont une telle notoriété, et qui est mondiale, je veux dire maintenant, qu'ils ont pris le dessus sur les grandes stars d'autrefois, qui étaient généralement soit des comédiens, soit des chanteurs, on va dire. Et finalement, aujourd'hui, un Mbappé, c'est plus puissant qu'un Brad Pitt. Quand Ouais. tu vois Neymar, le nombre sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, tu cumules ça et ça se traduit en milliards de vues et milliards de personnes abonnées, c'est quelque chose d'énorme. Donc le football, dans son délire perpétuel, a pris ce pouvoir de la notoriété. Autrefois, alors, je veux dire, un footballeur, voilà, on avait du respect si on aimait le sport, on était un peu méprisant si c'était pas le cas, mais les stars, je sais Oui. pas, en France, Platini, c'était Johnny Hallyday, oui. c'était Et Alain même, Delon, on c'est entendait- pas... ouais. Platini, ça a commencé On un petit peu... n'entendait pas Platini intervenir sur des sujets Non, comme ça. non, Oui. mais peut-être aussi qu'on leur posait pas la question. Oui. On l'a posée. Et finalement, par rapport, puisque là tu parles du conflit israélo-palestinien, eh bien, des artistes qui autrefois, parce qu'ils avaient aussi du poids, je veux dire, ils en ont peut-être sans doute encore, prenaient position. Tu en entends très peu, quelque part. Et là, tu vois, on parle Oui. de footballeurs. Oui, oui, mais alors là, tiens, dans Parce le qu'ils bouquin... en prennent, Ouais. ils en prennent ou ils en prennent pas. Oui, dans le bouquin, c'est Ouais. incroyable, il y a 21 chapitres. Oui. Bon, il y en a évidemment un entier consacré à Tapi. Ouais. Mais là, quand on parle de Tapi, ben, on parle justement à la fois le mélange de la politique et du fric. Oui, Parce que ben, c'est ça, c'est voire les- même des pratiques, tu as connu tellement de près Tapi, Oui. limite presque, on pourrait dire quoi, mafieuses, c'est quoi, un des peu comportements mafieuse entre Oui. guillemets, oui, où il va quand même essayer de t'intimider avec des méthodes. Là, je donne certaines méthodes dans le livre où j'en ai été victime, mais je sais qu'il pouvait aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire Tapi, quoi, des méthodes d'intimidation, il disait attention, non mais, est-ce qu'on peut dire ça je veux Attention à ta trop- famille. Je pense que ça a pu aller pour certains qui lui faisaient du tort ou qui l'estimaient leur faire du tort. Ouais, ça peut, des choses comme ça. Tu vas voir, il peut t'arriver quelque chose. Peut-être pas lui, mais après tu peux faire téléphoner, tu peux d'une manière détournée, tu vois, bien sûr. Ouais. Les gens qui ont ce pouvoir et qui à un moment perdent le fil, parce que Tapi, je l'ai connu à ses débuts dans le football, et au moment où il y a eu ces victoires qui entraînaient, je veux dire, ce que l'on sait, et il est entré en politique sensiblement au même moment. Et c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, parce que comme je l'explique, il avait des côtés très attachants, et vis-à-vis de moi, Oui. en une ou deux circonstances, je l'évoque dans le chapitre, il n'était même pas papoule. Et puis il y en a d'autres qui étaient un petit peu plus durs, parce qu'on était en conflit. À l'époque, j'étais patron de Téléfoot, si tu veux. Et il y avait que 3 chaînes. Oui. Allez, une 4e avec Non, Canal+, mais il te qui contenait pas. téléphonait, il te téléphonait Oui. Ah ben, il te en mettait essayant de une- t'intimider. oui, effectivement. Il te bousculait parce qu'il Ouais. voulait que si tu étais patron de Téléfoot à une époque où il y avait Tu devais être 3 à sa chaînes, botte, quoi. Tu devais devais sa botte. être à sa botte. Voilà. Ouais. Et j'ai pas un tempérament à être à la botte de qui que ce soit. Et de par mon métier, j'estimais que je Ouais. devais d'être le plus honnête Mais possible. est-ce qu'il y a- C'était ouais. d'autant plus compliqué que lui était actionnaire à TF1. Donc mon chef des sports à l'époque prenait un peu son parti. Il y a eu un moment, un échange, c'était Jean-Claude Dacier, et où on était poitrine contre poitrine. Tu vois, et j'ai dit, Ah oui, écoute, ça en allait là, ouais. je fais ce que je veux, machin, si tu n'es pas content et parce que Tapi décide, alors tu décides et tu me Oui. vires. Non, mais il allait. À un Oui. moment, non, poitrine contre poitrine, c'était Oui. contre Dacier. Oui. Donc je le regardais un peu comme ça. Oui. Tapi, j'aurais pu le regarder un peu plus petit, je pense. Oui, mais il ne pourra pas en venir aux mains quand même. Tapi n'a pas menacé d'en venir Non, aux mains. non, non, avec moi, jamais. Oui. Mais Oh, avec oh, d'autres, oui. Il a donné une gifle, je crois que c'était à Pascal Pro, et une autre à Alain Vernon. Ouais. C'est pas un coup de poing. Ouais. c'est Mais et déjà alors plus- l'affaire VAOM, tu dis c'était un cas isolé d'avoir acheté un match comme Tapi. Tu penses Non, que Tapi je- avait vraiment acheté le match? Je pense, oui, mais ça a été, Oui. ça a été prouvé. Hein. Là, je veux dire, les gens qui Donc il était qui capable refusent de de ça. croire la vérité. Oui.
Eh oui, parce que si tu veux, lui, il veut tout le temps gagner. Tu vois, il est dans cette mécanique. Et le football, c'est pas toujours le meilleur qui gagne. Et l'OM n'était pas forcément non plus, alors là, je parle sur le plan européen, le meilleur. Ça se jouait à des petites choses comme ça. Donc, c'est sûr que si l'arbitre ou un ou deux, trois joueurs sont avec toi, ça va simplifier les choses. Mais il a acheté d'autres matchs, d'après toi? À mon sens, oui. Oui. Mais il n'a pas inventé la corruption non plus, hein, dans le football. Il n'est pas le seul. Ah non, dans le football, bah, ça existe depuis que ce soit C'est-à-dire? Non, mais ça existe sincèrement. depuis que le football existe, bien évidemment. Non, mais il n'y a pas quand même, on n'achète pas des joueurs. Pas toutes les 3 secondes. Des matchs. Et maintenant, c'est plus compliqué parce que les joueurs, ils n'ont pas besoin de cet argent, puisque là, on parle des grands matchs, et les grands matchs sont des grands joueurs, et les grands joueurs, ils sont multimillionnaires. Donc, ils ne vont pas prendre le risque de tout perdre pour X millions d'euros supplémentaires. Mais à une époque, et je dis, ça date d'avant-guerre et tout ça, mais pas qu'en France, en Europe et dans le monde, et en Amérique du Sud, etc. et tout. Bien sûr que la corruption existait dans le football et des joueurs qui faisaient semblant, qui n'allaient pas du bon côté. En général, le mieux pour acheter, si tu veux, ça reste quand même l'arbitre et le gardien de but. Ah oui. Ouais, je te conseille. Ah bon? Oui, parce que c'est plus cher l'arbitre. Non, c'est pas que c'est plus cher, mais l'arbitre, il y a des actions sans donner l'impression qu'il avantage une équipe. Ça se tient comme ça. Oui. Non, mais bon. Tu vois, bon, quand il y a une main énorme, mais non, tu mais peux attends, toujours dire que Didier Tapi est mort. Rassure-moi, tout ça n'existe plus aujourd'hui. Mais bien sûr que ça existe encore. Ah bon? Mais d'une manière plus subtile, bien sûr. Ben, on fait pression sur l'arbitre, mais alors ça veut dire peut-être pour lui promettre une carrière future intéressante ou. Mais comment Didier, comment on peut aimer ce milieu comme tu l'aimes? Mais attends, parce que la corruption existe que dans le football. Ah oui, non mais là, en politique, ça n'existe pas. C'est dans pas une les raison. autres corps de métier, c'est pas une raison. Ça n'existe pas. Ah ben oui, c'est pas une raison, mais alors tu aimes plus rien. Ah aussi. Oui. Donc tu aimes quand même le foot. Tu te dis. J'adore le foot. C'est pas aimer, c'est tu vois. Oui, tu le racontes dans le bouquin à 18 ans, rue Cognac-G. Tu dis, oh là là, rue Cognac-G, on t'amène au bureau de Georges Decaune, le père d'Antoine Decaune d'ailleurs. Et puis là, tu découvres une rédaction un peu. Tu dis, je suis chez les fous là. Hein, et oui, c'est et pour le moi, service des sports. Et pour moi, c'est merveilleux, qui était déjà quand même quelqu'un à la marge. Et si on me connaissait pas, parce que j'étais vertébré quand même, je pouvais donner l'impression d'être un petit peu agité du bocal. Le premier jour à Cognac-G, où j'étais parti pour faire un stage. Finalement, j'y suis resté 13 ans. Et encore, je suis parti de moi-même. Je pourrais y être encore dans l'absolu. Là, je me suis dit, j'étais chez les fous et je me suis senti très, très bien le fait d'être chez les fous. Ah bon? Ah oui. Et oui, non, si on rentre dans une rédaction maintenant, on a l'impression d'être, je sais pas moi, dans une banque ou dans... J'ai connu TF1 rue Cognac-G. Oui. TF1 rue Cognac-G, il y avait 7 étages, le 8e avec le nodal et la cantine. Et tu avais des tas de petites pièces, des recoins, des petits escaliers là et trucs. Tu vois, c'était une maison de... Voilà. Et je suis allé dans le TF1, la tour, là, sur les quais de Seine, bien après, pour voir un copain. Je ne sais pas pourquoi j'y allais. Quand je suis rentré, j'avais l'impression d'être à l'hôtel Sheraton de San Francisco, qui est un peu spécial comme ça. Et, oui, j'étais pas dans un média. Il manquait les petits recoins, il manquait les petites pièces, il manquait. Tu vois, d'ailleurs, quand les gens de chez Bouygues sont arrivés, nous, on avait toujours les pieds sur le bureau. Et puis les bureaux, c'était un cafarnaum. Tu me montreras d'ailleurs ton pied sur le bureau là. Oui, ben, un secret d'ailleurs. Je vais te le montrer tout de suite pour te dire, comme je suis fou de football. J'ai acheté ça récemment à Buenos Aires. Il est encore souple, hein, Didier. Hein. Ouais. J'ai acheté ça, je sais pas, voilà. Tu vois, c'est numéro 14. Ouais. Et 14, orange, c'est Johan Cruyff. Ah oui. J'ai trouvé ça dans un magasin de sport récemment à Buenos Aires. Évidemment, alors évidemment, ça c'est une de tes idoles. Cruyff. Oui. Mes grandes idoles, je suis né avec le Brésil de Pelé. Et Pelé est mon idole absolue. Alors évidemment, les sentiments sont exacerbés parce que tu es petit. Je ne dis pas que maintenant, plus rien ne m'émeut, mais c'est pas la même chose. Et le deuxième, ça a été Cruyff. Parce que j'étais interne à Antibes et à TMC,
à l'époque, TMC, c'était seulement le bassin méditerranéen, c'est pas le TMC de maintenant. Et il se branchait sur la télévision belge. Et il passait tous les matchs de l'Ajax d'Amsterdam en Coupe d'Europe. Enfin, pas à TF1, à la télé française, tu n'avais que la finale. Et de temps en temps, allez, un bout de demi-finale, sauf si un club français, là tu avais l'aller-retour, comme ça a été le cas de l'OM en 72. Mais tu les voyais qu'une ou deux fois. Tandis que là, tous les matchs contre le Bayern, contre Arsenal, enfin c'était fantastique. Nous, grâce à TMC, alors on avait le commentaire belge, le monsieur s'appelait Arsène Vaillant, qui était une sommité là-bas en Belgique. Et alors on était mort de rire parce que, je sais pas, le corner, c'était le coup de pied de coin, le poteau, c'était le piqué. Enfin, évidemment, ils avaient leur mot à eux, mais nous, bon, on avait 15-16 ans. Ça faisait un triomphe. Donc, Pelé et Cruyff. Même Maradona, que j'ai bien connu et de manière intime, comme tu le sais, après avec le syndicat mondial. Que tu as créé, le syndicat mondial. Avec Eric Cantona et Maradona, effectivement. Bon, c'était insensé et inouï, tu vois, qu'un petit Français aille chez Maradona de temps en temps, mange un assado préparé par son père, tu vois, qui ait cette proximité. Bon, bah, c'est le syndicat qui voulait ça. Et puis après, c'est vrai qu'on s'entendait bien. Et d'ailleurs, cette tenue, parce que j'ai la tenue du bouquin, je fais une parenthèse, ça ne t'aura pas échappé. Non, mais là, cette tenue, Didier est venu, je suis venu avec la tenue en de la football, couverture du livre. En football, à part le jean, parce que quand j'ai fait ce chapeau, Maradona adorait ce chapeau. Il m'a vu avec à Rosario, et chaque fois qu'on se croisait, pendant un certain temps, et pas systématiquement, il me disait « Didier, où est ton chapeau ?» Il adorait ce chapeau. Donc, en le mettant sur la couverture, c'était un petit hommage à lui. Et en le mettant sur le plateau, là. Et en le mettant sur le plateau également. Et cette chemise, je l'ai achetée à Londres le jour où je faisais un reportage pour la première fois à Wembley. Et Wembley, si tu veux, pour un gosse comme moi, alors là on était en 81, c'était un match Angleterre-Irlande du Nord, victoire de l'Angleterre 4-0, c'est des détails, mais si tu veux, tu as ça, tout est là, ça reste, voilà, c'est tamponné, tu vois. Et ben j'ai acheté, cette chemise, tu vois, Piccadilly Circus, comme j'aurais pu en acheter une autre et tout. Elle date de 81. Et quand j'ai fait la photo, le photographe m'a dit, tu veux t'habiller comment ? J'ai dit, si on fait ça et ça te va ? Ah, c'est super, parce que la photo, tu vois, il y a un peu des couleurs, tout ça. Ouais, le chapeau, il est rigolo. Et ben, un truc. Voilà, ça donnait un petit sens un peu. C'est vrai que c'est toi. Tiens, je vois sur le plateau, tu m'as amené un hippopotame. Alors ça, c'est un peu surprenant. Hein. Alors ça, c'est un hippopotame, oui, effectivement. On voit bien. Hein. Et l'hippopotame est l'emblème du Mali. Et j'étais très proche de Salif Keïta, qui a été un grand joueur à Saint-Étienne dans les années 60. Alors moi, je le connaissais un petit peu après, mais il n'était plus joueur. Et on s'est vraiment rapproché au moment du syndicat mondial des joueurs. Et une fois, j'étais à un hôtel pas loin d'ici, d'ailleurs, tu vois, place de la Grande Armée. Et on discute, on met des choses au point et tout. Et je le laisse, il va dormir, je vais rentrer chez moi. Et hop, il me dit, Didier, je suis dans le couloir. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Salif ? Il me dit, viens. Et il me donne, avec un air mystérieux, l'hippopotame. Il me dit, c'est pour toi. Il a été travaillé, ne le quitte jamais, il te protégera. Oh là. Alors tu l'as tout le temps avec toi. Tout le temps. Alors tout le temps. Là, je savais que j'étais en danger dans ton émission, donc j'ai préféré l'amener. Parce que le danger est partout avec toi, Patrick, dans tes questions. Mais de toute manière, depuis, évidemment, j'ai déménagé. Il est toujours chez moi, et si à un moment je ne le vois plus, pas général, parce que c'est un peu le bordel chez moi, tu vois, et on retrouve l'hippopotame. Et ça, tu as amené un écusson. Alors ça, c'est... Ça, c'est ma vie, si tu veux. Je l'explique dans le bouquin, même si je parais comme ça, un peu écervelé, je suis assez pudique. Et j'ai parlé un peu de ma jeunesse. Et ça, c'est l'écusson de l'AS Cannes. C'est un dragon, qui est l'emblème de l'AS Cannes. C'est l'écusson, tu vois, le maillot de l'AS Cannes qu'ils avaient, enfin qui existe toujours. Mais cet écusson, il est très vieux. Il m'a été donné par quelqu'un qui m'est infiniment cher. Et il me suit partout aussi. Et comme je l'explique dans le livre, moi j'aimerais être incinéré. Et avec quelques photos et quelques objets, dont celui-ci. Voilà. Et après, on mettra les cendres à Brazzaville, là où je suis né, au port du Mouret Rouge, là où je gérais la nuit sur les rochers à voir les pêcheurs, au Galoubet, c'est là où j'habitais, pas loin du Mouret Rouge, aux Hespérides, c'était le stade où jouait l'AS Cannes à l'époque.
Voilà, c'est le petit triangle canois qui est important pour moi, Ouais. qui ce sont mes racines. Et Brazzaville, l'Afrique, évidemment. Mais- Mes 3 premières années, c'est plus que mes racines. Ouais, c'est pas très joyeux ce que j'ai demandé, mais tu l'as Ouais. dit dans une interview, tu as même dit ce que tu voulais voir écrit sur je sais pas quoi, la pierre tombale ou je sais pas. Ah C'est un truc qui dit que l'amour, voilà, qu'est-ce qui compte plus que l'amour? C'est au fond. Oui, l'amour est la réponse, quoi. Ouais. En fait, il y a, je ne sais pas si c'est celle-là que je mets dans le livre, mais il y a une très belle formule de John Lennon qui dit, qui commence et qui dit l'amour, et après il dit, quelle était la question? Voilà, Ouais. quelle que soit la question, c'est la réponse. la réponse c'est l'amour. Ouais. Et j'ai eu de la chance, je pense en avoir beaucoup donné aussi, et c'est important, si tu en reçois beaucoup, si tu prends tout et que tu donnes rien, et ça a été, ouais, c'est indispensable. Non, quoi. mais c'est magnifique. Et alors, en plus, tu parlais de John Lennon. Il y a beaucoup de chansons dans le livre. Ouais, Tu cites des titres comme ça de. Je tu cite dis, des Paul extraits, Simon, Still Crazy After All These Years. Tu Ouais, dis, toujours Still Crazy. fou après toutes ces Ouais, années. ça c'est une chanson Ouais. de Paul Simon. Et ouais, c'est quelqu'un qui pensait à cette chanson alors que c'était il y a une dizaine d'années, donc j'avais déjà un certain âge. Et il me disait, tu es toujours aussi fou après toutes ces années. Et il y a des gens qui me demandent comment vous pouvez, vous avez vécu un certain nombre de choses dans le football, être toujours passionné. Et être fou, quoi, quelque part, même dans votre vie un petit peu, ou être un peu original. Je sais pas. Je tente un semblant d'explication. Je crois que c'est l'explication. C'est de voir toujours les belles choses là où elles se trouvent. Et même si dans la vie, des fois, c'est dur, enfin, nous, on est privilégiés, bien sûr, mais on a aussi nos moments difficiles, quoi, nos moments d'angoisse, nos moments existentiels, nos moments de rupture, tu vois, avec des gens, ou des gens chers qui te quittent. Mais il faut toujours voir, parce que, tu vois, même s'il y a une grosse bouse de vache devant toi, si tu regardes bien, il y aura toujours un coquelicot rebelle, comme je le dis, qui se baladera, et il faut s'attarder sur le coquelicot, même s'il ne faut pas occulter le reste, bien sûr. Parce que Didier, ce bouquin, il n'y a pas que le foot là-dedans, il y a la vie, il y a ton regard. C'est dans des chapitres dans le désordre chronologique, mais ça c'est chouette, c'est un puzzle, hein, c'est comme le titre. Voilà, à la base, tu hein. sais, il y avait beaucoup d'éditeurs ces dernières années que je croisais par hasard, c'est pas un monde que je connais spécialement, et qui me disaient, vous devriez transmettre, vous devriez faire un livre et tout, et je trouvais ça pompeux quand même, tu vois, parler de soi, dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, bon, déjà qui ça peut intéresser, et puis je suis pas Alain Delon, quoi, tu vois. Et il y en a un, après, peut-être c'était le bon moment, il a eu peut-être les bons mots. J'ai dit, écoute, laisse-moi une dizaine de jours que ça infuse. Et il s'appelle Benoît Bontou, et aux éditions donc Marabout. Et je lui ai dit, écoute, si tu es d'accord avec moi, alors je vais le faire. Si ça ne te va pas, j'accepte, mais on ne le fait pas. Il me dit, bon, ben, je t'écoute. J'ai dit, le bouquin va s'appeler Puzzle, parce que ça va être un puzzle. Les chapitres seront des histoires en soi, mais elles ne seront pas dans un ordre chronologique, déjà. Et je vais le faire à ma sauce, quoi. C'est-à-dire que ça va être un livre de rencontres, de voyages, de parfums, de couleurs, de réflexions, d'illusions, de désillusions, de combats que j'ai menés aussi. Voilà, ça va être une sorte de caverne d'Ali Baba où tu auras peut-être un bracelet qui brille là et une vieille espadrille qui pue, machin, mais elle aura son importance et rien de racoleur parce que j'aime pas ça, quoi. Il y a des images. Et il m'a comme dit ça. banco et c'est parti. Ouais, non, mais tiens, on peut pas évidemment entendre il y a plein de choses dans le livre, mais tiens, il est mort il y a pas longtemps, Jean-Pierre Elkabbach. Alors il dit Didier comment? Parce qu'en fait tu es super connu, sauf du patron de France de la Télévisions, chaîne qui va moment. t'engager parce qu'elle engage Cantona avec toi pour commenter les matchs. Voilà. Et en gros, Jean-Pierre Elkabbach ne sait pas qui tu es du tout. Oui. Ce qui est rigolo d'ailleurs parce que 3 semaines avant, il nous avait réunis les gens du service des sports. Son grand truc c'était Osons. Osons le sport, osons. Alors, il les mettait à toutes les sauces, tout ça. J'étais là, comme on était une trentaine qui ne me voit pas. Mais je faisais quand même Stade 2 et le quart d'heure football faisait aux alentours de
de 3 millions de vues. Je commentais le football sur sa chaîne. J'avais fait quand même 13 ans de TF1, bon, 3 ans de Canal+ aussi. Qu'il n'aime pas le football, soit, mais peut-être il peut t'avoir vu quand même. Tu es le patron du foot de sa chaîne. Donc pour recevoir Cantona, il a cru que tu étais le copain. Que j'étais le copain de Cantona. Le copain qui venait avec accompagner son pote. Jusqu'à un moment où il voit que tout le monde me connaît, les photographes, il dit Didier, mets-toi là. Patrick Clément qui était sur le numéro dit oh Didier, Jean Révillon, le chef des sports, oh Didier. Et là il dit putain, mais qui est ce Didier, l'ami de Cantona et tout? Et j'explique dans le livre qu'il va être très fort pour, l'air de rien. Mais moi, je voyais tout ça, j'étais mort de rire. Et ça ne me dérangeait pas du tout. Alors, je disais, il y a Aimé Jacquet, il y a Platini. Platini, ça compte beaucoup quand même. Platini, les gens ne réalisent pas. Et je ne suis pas forcément dans la nostalgie, mais il est important de raconter aux plus jeunes l'histoire du football. Alors là, c'est l'histoire du football français, mais même européen, mondial, avec Platini, pour mieux comprendre le présent et encore mieux se projeter vers l'avenir. Enfin, voilà, c'est pas toujours rabâcher les trucs. Et j'aime bien remettre l'église au milieu du village. Parce que Platini, le football français, doit tout à Platini. Oui. Enfin, s'il est là aujourd'hui, alors Platini, Giresse, on l'a oublié, Tigana, une génération fantastique. Mais à la tête, si tu veux, tous derrière et lui devant, tu vois, le petit cheval dans le mauvais temps, c'était Platini. Et ici, on n'est pas trop un pays de sport et de foot, pour ça on oublie. Les vrais pays de foot, ils oublient jamais les champions qui t'ont amené. Et s'il n'y a pas Platini et cette génération extraordinaire, et les Verts avant, qui ont été le détonateur, il n'y aura pas la victoire de 98 de l'équipe de France. Ça prendra beaucoup de temps. Alors, c'est un long processus et j'explique pourquoi. Parce que pour des raisons mentales, psychologiques, on était, tu vois, un peu sur nous-mêmes. Et ceux qui ont gagné 98, les Blancs, les Deschamps, les Petits, ce sont les enfants de la victoire. Parce que quand ils avaient 12, 13, 14, 15 ans, avec Saint-Étienne, avec Platini, l'équipe de France et tout, ils voyaient l'équipe de France qui gagne. Donc c'était vachement important. Moi, je faisais partie d'une génération, parce que je jouais au football aussi, dans les meilleures équipes de jeunes de la SCAN, où la France perdait toujours, n'allait jamais en phase finale, ou alors juste un petit tour en 66 de Coupe du Monde ou de Championnat d'Europe. Le club français était éliminé au premier tour par un club norvégien ou de je sais pas trop où, si tu veux. Et j'étais un enfant de la défaite. Donc quand je faisais des tournois internationaux, où on jouait contre le Milan AC, la Juve, Sheffield ou des choses comme ça, bah déjà, on était terrorisés, on avait perdu d'avance parce qu'on disait Milan, putain, regarde les mecs, regarde les trucs. Parce que, voilà, on était comme les grands, on était les Français, tout ça et tout. On était les enfants de la défaite. Ouais. Et Platini et sa bande, hein, attention, c'est un sport collectif, il a été fondamental dans tout ça. Ouais. Tu racontes, un moment, tu arrives en retard pour commenter un match à cause d'une panne d'essence. Ouais. Et on te dit, il ne faut pas dire surtout que c'est une panne d'essence, il faut dire qu'il y avait un problème de liaison. Ça, c'est Jean Rénal qui m'a appris ça à Malaga. Mon maître absolu, Rénal, mon père spirituel, c'est aussi l'occasion de rendre des hommages à certaines personnes qui ont été si importantes pour moi. Et là, on arrive en retard à Puebla, là c'est la Coupe du Monde 86, avec Michel Hidalgo, parce que panne d'essence, j'explique Michel Et c'est terrible parce qu'on est à la 7-8e minute, et quand j'arrive, déjà, il y a pénalty pour l'Italie. Le match est arrêté, et Altobelli, l'avanceur italien, va tirer un pénalty. Alors, ce qui est terrible, c'est que je ne sais pas comment s'est passée l'action, c'est justifié, pourquoi. Bon, alors, déjà, quand je prendrai l'antenne, ça va être compliqué. Je vais dire, but d'Altobelli ou pas, enfin bref. Mais, avec les studios en France, encore à Cognac-G, évidemment, on fait toujours des essais-sons avant le match. Et là, comme on n'y était pas avant, et qu'au bout de 7 minutes, on n'y est toujours pas, les mecs étaient complètement affolés. Donc, Jean Rénal m'avait appris, tu mets le micro, et j'avais mis Michel Hidalgo, du coup, dans la combine, et tu dis, mais c'est incroyable, putain, ça fait 1 heure qu'on essaie de les joindre, ils nous entendent pas, et machin. Donc, on fait les mecs qui essayaient depuis une plombe. Et eux, tout de suite, tu entends les cris, oh, Didier, Michel, des trucs, mais putain, ça fait merde, on est là dans cette tribune, on peut pas commenter, ça fait 1 heure qu'on vous a... Bon, voilà, il faut faire ça. Maintenant, tu peux pas, parce que les commentateurs sont filmés. Non, mais ce que j'adore t'entendre parler comme ça, faut rappeler que tu commentes les matchs évidemment, de Ligue 1 sur TV5 Monde. Ouais, bien sûr. Non, mais je voulais juste te dire, la télévision d'aujourd'hui, c'est pas un peu aseptisé, y compris les commentateurs, en t'entendant on va dire, hurler ta passion. Alors après, ça manque pas un peu de vie. Hurler pour hurler, il faut pas hurler pour hurler. Non, mais on pense aux commentateurs en Amérique du Sud, au Brésil. En Amérique du Sud sont des maîtres, tu vois. Et en plus,
non seulement la vie qu'ils mettent, tu vois, les Brésiliens et les Argentins, et les autres, Colombiens et tout, mais en Amérique du Sud, en plus, dans le commentaire, ils ont une poésie. Tu vois, nous, on est assez basique. Si un Français marque le but de Maradona, on va dire « Oh là là, quel slalom, c'est extraordinaire !» Et là, bon, il est célèbre maintenant dans le monde entier, Victor Hugo Morales, mais il te parle de cerf-volant cosmique, quoi. Tu vois, il y a des choses... Oui, il y a de la poésie. Et je pense que dans ce livre, modestement, effectivement, c'est pas que du football, c'est aussi 47 ans de télé. Et c'est un parcours, il y a peut-être une forme de poésie. Enfin, je suis content parce que c'est pas que j'avais une crainte, mais moi, mon instrument, c'est la voix. Avec la voix, tu peux faire passer des choses, effectivement, et donc c'est le parler, quoi, mon instrument. Là, c'est l'écrit. Je suis pas écrivain, moi, c'est pas mon truc. Et j'avais peur de ne pas pouvoir faire passer les choses telles que je peux le faire avec la voix. Et les retours sont super. Combien on en vendra, c'est pas le problème. Je préfère en vendre 5000 que 1000. Je préfère en vendre 8000 que 5000. Regardez, il est là, voilà, il faut aller l'acheter. C'est fait pour partager. Économiquement, c'est pas une affaire, je te le dis tout de suite. Mais c'est pas le problème. Mais ce qui était important, c'est que les gens qui l'achètent s'éclatent, découvrent des choses et soient contents. Et là, il y a une forme d'unanimité et ça me touche et ça veut dire que bon, c'est peut-être pas si mal. Parce qu'au fond, on va peut-être finir là-dessus. Mais c'est écrit avec amour. Oui, voilà, mais c'est ça, on parlait du mot amour, mais voilà. Au fond de dire, tu parlais de poésie tout à l'heure dans le jeu, dans le foot, et tu dis voilà pourquoi c'est pas le jeu d'Mbappé qui me plaît, parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose que j'allais presque dire de presque c'est un peu métallique, sentimental. C'est un peu métallique, quoi, si tu veux. C'est le football d'aujourd'hui aussi, il faut être réaliste. Si tu es puissant et explosif, alors après, attention, Mbappé, c'est un très bon footballeur, d'accord. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut alors? C'est quoi la différence pour toi? Avec Pastore, c'est de la poésie, c'est aérien. Et ça te surprendra parce que quand il va te faire une passe aveugle comme au Stade Vélodrome pour Cavani, si tu veux, quand il va te faire ce petit pont, ce grand pont, etc., dans un petit micro-terrain contre Chelsea, au Parc des Princes, en Ligue des Champions, ou des choses comme ça, tu es là, quoi. Alors, avec Mbappé, de temps en temps, tu peux dire, waouh, c'est beau aussi et tout. Mais je paierai pour voir Pastore parce que rien que dans son élégance, si tu veux, dans sa gestuelle, dans son approche du football. Moi, je l'ai découvert dans un match Huracan-Vélez, qui était à Buenos Aires il y a pas mal d'années, avant qu'il arrive à Palerme et puis au PSG. Mais, parce que c'est dur, hein, le football en Argentine. Et là, en plus, Vélez joue le titre et Huracan joue le titre. Donc, c'était un match, mon pauvre ami, d'une violence et d'une intensité. Et il y avait ce coquelicot. Et je n'ai eu Dieu que pour ce coquelicot. Mais je me dis, mais c'est qui ce joueur? Le coquelicot, c'était Pastore. Et après, merveille des merveilles, il est allé à Paris. Donc voilà, je peux pour voir Pastore. Il y a des raisons, c'est pas comme ça. Oui, mais n'empêche, Didier, que le PSG d'aujourd'hui, sans Neymar, sans Messi... il y a moins de magie. Mais il fallait faire quelque chose aussi. Ces joueurs étaient arrivés au bout d'un système. Je trouve que ça s'est pas bien fait. Ça n'a pas été très classe, mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est pas bien fait, c'est pas c'est-à-dire que Verratti, c'est quand même quelqu'un qui, pendant 11 ans, a apporté beaucoup au PSG. Alors, ok, des gens me diront, ils ont été grassement payés, certes, mais il a donné son corps pour le PSG. Tu vois, il était dans tous les coups. Il a été formidable avec le PSG. C'est les 2 dernières années où il était peut-être un peu au bout du bout. Et on a cette tendance à oublier, mais ça, c'est un peu la vie aussi d'aujourd'hui. Ça ne se limite pas au football. Et rester sur ces 2 années en question. Et il a été presque poussé dehors, quoi. Tu vois. Neymar, pareil. Parce que Neymar, il a eu quand même ses blessures. Alors, c'est vrai qu'il était pénible, qu'il n'était peut-être pas toujours professionnel, etc. et tout. Mais il a été poussé quand même un peu comme un malpropre. On ne pouvait pas le garder à un moment donné. C'est pour ça que je comprends leur politique. Oui. Sauf que, là, je vois beaucoup de bulldozers qui sont arrivés et pas beaucoup de coquelicots. Et j'ai peur qu'à un moment, parce que le football, quand même, c'est la technique qui prime. C'est ce qui reste quand on a tout oublié, la technique, si tu veux. Et je pense que s'il y avait eu des joueurs avec un brin de technique, ils n'auraient pas pris, par exemple, cette volée de bois vert, le 4-1 à Newcastle, où ils étaient complètement débordés. Parce qu'un technicien,
il va casser le rythme de l'autre, il va donner son propre rythme. Le football, c'est beaucoup une affaire de rythme. C'est pas qu'une affaire de biscotto. Pastore, dans un match fondamental que le PSG, où le PSG se qualifie à Chelsea, autre équipe anglaise, mais il y a un certain nombre d'années, parce que Ibra est exclu au bout d'une demi-heure, Pastore à 10 contre 11. Dans le football d'aujourd'hui, peut-être tu dis, bon, et les Anglais, c'était comme ça. Il est resté, il a été exceptionnel. C'est pas sans maîtrise, la puissance n'est rien. Un mot sur Messi, il a dit qu'il s'était emmerdé à Paris. C'était un truc très clair, hein, vraiment. Messi, ça a été très compliqué pour lui de quitter Barcelone dans des conditions pas évidentes du tout, voir ses enfants. Il est très famille, quoi. Moi, je trouve que c'est plutôt une qualité. Et tu sais, tu t'entraînes 2 heures et tu rentres à la maison. Et donc, lui, il est toujours avec sa famille les 22 heures qui restent. Et voir ses enfants qui pleurent, même s'ils mangent bien, qui truquent, ça peut paraître indécent, mais c'est comme ça. Voilà, mais même s'il est, comme tu le dis très bien payé pour ça. Oui, il est très bien. Oui, mais à un moment, il ne faut pas mettre l'argent au-dessus de tout. Et c'est tant mieux, que l'argent ne soit pas au-dessus du tout. À un moment, il y a aussi les sentiments. Et c'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que tu dois sourire toutes les 3 secondes et ne pas avoir le moindre état d'âme. Ça le rend humain, au contraire. Et tu sais, tout ce qu'il dit maintenant, les propos sont souvent déformés. Et c'est pour faire du buzz, quoi. Il ne dit pas exactement ça. Et il ne le dit pas de cette façon-là. Mais alors, les gens, ils se régalent et ils sont un peu dans cette médiocrité d'attendre, tu vois, la petite faille ou un mot. Et après, ils se déchaînent. Mais c'est la société qui, je pense, nous a un peu tirés vers le bas par rapport à... Au fond, le foot reflète ça, la société. Le foot est le reflet de la société. J'espère que le reflet sera... Mais on n'en prend pas le chemin. Mais là, le reflet de la société dans tes yeux, c'est toujours le gosse qui, j'imagine, collectionnait les photos de ses joueurs préférés. Mais bien sûr, qui vivait avec ce qui te donne toujours la foi, et c'est la force fantastique du sport, et en particulier peut-être du football, c'est ce lien que tu as avec l'enfance, si tu veux. C'est ce lien invisible, et tu auras des gens bien plus âgés que moi encore, tu vois, dans des situations ou trucs, et ils deviennent, ils ont l'œil qui brille à nouveau devant un match, devant une action, parce que ça les ramène déjà à leur père. Moi, ça me ramène à mon père. Le premier match de football, et bien souvent, c'est le père moi, mon fils, j'ai été le premier à l'amener à un match de football. Il était très, très petit. Moi, j'avais 3-4 ans quand mon père m'a amené. Et c'est le lien avec l'enfance. Et le lien avec l'enfance, c'est aussi des gens qui sont partis et que tu aimes profondément, quoi. Donc, il y a ce côté extrêmement touchant et parfois bouleversant. Le football, c'est beaucoup plus que du football, de toute manière. Le football, c'est la vie. Merci Didier. Le puzzle, il n'est pas complètement terminé. Il y aura peut-être un volume 2, il y a un petit 1, s'il trouve son public. Chaque année, je pense que je peux en faire 4 ou 5. C'est un bouquin de 428 pages. 428. Ah ouais, en compte. C'est petit. 428 pages. Mais voilà, Didier Roustan avec la passion qu'on aime et qu'on aime retrouver aussi sur TV5 Monde. Merci Didier, merci d'être venu sur ce plateau.